Bonjour Henri Leguéry. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous publiez Les Catalans dans la passionnante collection Ligne de vie d'un peuple. C'est aux éditions HD, Henri Dougier, collection qui est d'ailleurs reconnaissable. On le voit d'ailleurs par cette main en couverture. Alors vous êtes journaliste, correspondant à Barcelone depuis près de 11 ans pour plusieurs médias, notamment Europe 1 et l'RTBF. Alors pour écrire ce livre, vous avez rencontré des Catalans de tous les milieux, politiques, économiques, culturels, scientifiques ou associatifs. On peut dire que c'est un portrait de la Catalogne par les Catalans. Oui, c'est exactement ça, c'est un peu l'idée de la collection, c'est parler d'un territoire ou d'un peuple à travers plusieurs personnalités. Et dans le cas de la Catalogne, c'était pas évident parce que c'est une société malgré tout diverse. Ouais. On entend beaucoup parler d'une partie de la société avec des revendications fortes. Il y en a une autre partie qui partage pas forcément ces revendications-là. Et puis je voulais aussi ne pas parler que, parce que je sais qu'on va forcément beaucoup en parler de cette question indépendantiste. Je voulais aussi parler de ce qui fait la richesse de ce territoire, certaines personnalités qui ont émergé. Alors justement, si vous deviez décrire en quelques mots ce qui fait la marque de fabrique, vous utilisez l'expression dans le livre d'un Catalan, vous diriez quoi ? Je dirais que souvent, un terme qui revenait dans les gens que je rencontrais, c'est l'anticonformisme. C'est peut-être ce peuple qui n'a pas d'État, qui n'a jamais vraiment eu d'État finalement, et qui a toujours cherché à survivre et à défendre son identité par lui-même, et qui donc cherche à une espèce de créativité, a toujours été assez ouvert vers le reste du monde, et voilà, anticonformiste par ses artistes, par son économie, par un anticonformisme politique aussi. Anticonformiste, vous avez dit audacieux, avant-gardiste, tout ça, ce sont des avant-gardiste, caractéristiques. Le grand journal de Barcelone s'appelle La Vanguardia, c'est l'un des journaux les plus importants d'Espagne, ça veut dire l'avant-garde. Et oui, avant-gardiste parce qu'évidemment, tous les touristes viennent visiter ces bâtiments assez étonnants, dont celui de la Sagrada Familia de Gaudi, mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'immeubles assez étonnants. Et c'est vrai qu'ils ont souvent fait preuve d'audace, parce qu'il n'y avait pas forcément un État derrière qui aidait vraiment Barcelone, et donc l'initiative privée a un rôle fort, et cette audace-là, elle s'est vue aussi dans une audace entrepreneur avec des grosses entreprises aussi. La Catalogne, c'est aussi une langue, c'est le catalan, c'est pas une variante du castillan. Non, c'est une langue, et c'est vraiment ce qui fait l'identité de la Catalogne. Les Catalans, en fait, il y en a la moitié, voire un peu plus, qui ont des origines dans le reste de l'Espagne, voire aujourd'hui de l'étranger. Le seul, vraiment, ce qui fait l'identité de la Catalogne, c'est sa langue. Ils apprennent le catalan à l'école ? Évidemment, on apprend le catalan à l'école. Je dirais que le catalan, il faut essayer de sortir un peu d'un schéma français qui est logique, de penser que c'est une langue régionale ou un patois. C'est une langue qui est très facile à apprendre parce qu'elle est à mi-chemin, je dirais, entre le français et le castillan et l'espagnol, une langue latine. Et oui, c'est la langue commune à toute la Catalogne, c'est la langue qui est parlée. Dans certains endroits comme à Barcelone, on est vraiment dans une ville bilingue, où on parle autant espagnol que catalan. Dans le nord de la Catalogne, le catalan est peut-être plus présent qu'à Barcelone. Alors la Catalogne a eu une histoire propre. Il faut rappeler que les comtes de Barcelone ont régné, vous le rappelez dans le livre, pendant 5 siècles sur la Catalogne, qui était d'ailleurs beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Et puis il y a eu cette date de 1714, qui est un peu la catastrophe pour la Catalogne, puisque en fait c'est la disparition, on pourrait dire, l'inclusion de la Catalogne dans le royaume d'Espagne sous le règne de Philippe V. Et c'est une date qui est d'ailleurs, je crois, qui est devenue en fait la fête nationale catalane. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un 11 septembre 1714, où c'est la fin du siège de Barcelone, et les comtes de Barcelone qui s'étaient rangés du côté de la famille des Habsbourg perdent face au Bourbon. Au Bourbon, oui. Et donc il y a cette défaite. Et la fête nationale de la Catalogne, qu'on appelle la Diada, célèbre finalement, alors ils disent la résistance, mais c'est quand même une défaite. Et ça dit quelque chose quand même d'un peuple qui a son jour férié, un jour de défaite. Alors est-ce que 300 ans plus tard, est-ce qu'il y a une nation catalane ? Bon, c'est l'objet évidemment d'un grand débat. Les Catalans, dans leur grande majorité, considèrent qu'ils sont une nation. Il y a eu ce nouveau statut d'autonomie qui avait été voté il y a une dizaine d'années, qui reconnaissait à la Catalogne le statut de nation. Oui, c'est important, je vous interromps parce que ça c'est 2006. C'est une date très importante puisque l'Espagne reconnaît en fait une autonomie plus large à la Catalogne. Et 4 ans plus tard, ce qui se passe, c'est que le tribunal constitutionnel, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle espagnole, dit non. Elle suspend une partie de ce texte-là et elle enlève notamment ce qui était important dans le texte, qui reconnaissait la nation catalane. Et c'est à ce moment-là qu'on avait un indépendantisme de 10, 15, 20% de la population. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens se disent ce texte était finalement un compromis, bon an, mal an, qui nous permettait d'avancer et que Madrid acceptait.
ils n'acceptent pas ce texte, bon bah tant pis, là on largue les amarres. C'est ce qui explique en fait le processus qui s'est mis en place en 2017, c'est-à-dire d'abord le référendum du mois d'octobre, et puis qui est gagné par 90% de oui, mais il faut dire qu'il y a une très faible participation, moins de 50%. Seuls les indépendantistes sont venus aux urnes, une quarantaine de 40% des indépendantistes sont venus aux urnes. Un référendum qui n'a pas été reconnu par Madrid, et puis il y a eu la proclamation de l'indépendance, et puis l'histoire qu'on sait, les arrestations, le procès qui est en cours. C'est de là en fait, c'est de 2010 en fait, c'est de cette incompréhension perçue comme telle en tout cas par les Catalans, incompréhension de Madrid en fait. Madrid. Oui, il y a cette date-là qui est très importante en 2010, où notamment une bonne partie de l'électorat de gauche qui se sentait catalaniste entre guillemets, mais qui pensait qu'un avenir commun avec l'Espagne était possible, la bascule dans l'indépendantisme. Il y a une date un peu importante aussi, il ne faut pas oublier que tout ça se déroule dans un contexte de crise économique très fort. Oui. En 2010-2011, il y a le gouvernement régional à Catalogne qui a une autonomie énorme, un énorme budget qui met en place des coupes budgétaires terribles, et les nationalistes catalans au pouvoir qui n'étaient pas indépendantistes basculent aussi vers l'indépendantisme, peut-être pour faire oublier auprès de la population qu'ils sont en train d'infliger des coupes sévères dans les hôpitaux, la santé publique, l'éducation, et s'engagent vers cette voie-là de l'indépendantisme, et cette voie qui, voilà, c'est soldée malgré tout par cet échec d'octobre 2017 et cette crise qu'on a connue. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple catalan est divisé à peu près à deux parts égales entre des indépendantistes et puis comment dirais-je, des autonomistes, des Catalans autonomistes qui veulent de l'autonomie mais pas l'indépendance? Mais oui, c'est un peu ça ce qu'on a vu en fait finalement à l'octobre 2017, c'est que évidemment on parlait surtout des indépendantistes, mais il y a l'autre moitié de la Catalogne qui s'est réveillée, qui ne manifestait jamais, qui se sentait pas vraiment peu intéressé par la politique et qui d'un seul coup s'est rendu compte que peut-être il y avait un moment de bascule, et on s'est rendu compte aussi, parce que logiquement on parlait peut-être que de ceux qui se manifestaient, mais qu'il y avait aussi l'autre moitié de la Catalogne. Et aujourd'hui c'est un petit peu ça le problème, malgré tout, un espèce de match nul perpétuel. Alors chacun a des opinions diverses, et peut-être le camp non indépendantiste est beaucoup plus divers et varié, a du mal à se structurer, mais c'est ça le problème finalement, c'est qu'on a quand même une société qui est quand même divisée en deux, et même si les tensions d'il y a 2 ans se sont estompées, aujourd'hui, clairement, voilà, dans beaucoup de familles, entre amis, on évite le sujet parce que voilà, c'est compliqué. Pourquoi, selon vous, Madrid, donc le gouvernement central, s'oppose aussi durement à une éventuelle indépendance de la Catalogne? Qu'est-ce qui gêne l'Espagne dans la volonté d'indépendance de certains Catalans? Là, je crois que ça dépasse un peu l'Espagne. J'ai l'impression que chaque État défend sa souveraineté nationale et a du mal à accepter qu'une partie de son territoire puisse être amputée. Mais dans le cas espagnol? Dans le cas espagnol, j'ai l'impression qu'il y a un État qui n'est peut-être pas assez sûr de lui, qui n'est peut-être pas assez fort, qui n'a pas eu du tout la même construction que l'État français, avec une capitale, Madrid, qui est relativement récente dans l'histoire, et qui a donné de l'autonomie à ces régions, mais pas franchement de bon cœur, et qui a toujours eu du mal à accepter ces autonomies. Et est-ce que notamment le Pays Basque et la Catalogne exercent les compétences? Pour rappeler que l'autonomie, elle a été accordée en 77, ouais. après donc la mort, 2 ans après la mort de Franco. Hein. Exactement. Mais la Catalogne a une autonomie énorme. La Catalogne a sa propre police, a un budget qui représente 2 fois le budget de toutes les régions françaises inclus, et a beaucoup de compétences. Mais c'est vrai que pour Madrid, accepter un référendum en Catalogne d'indépendance, ça voudrait dire accepter, c'est la porte ouverte à la disparition de l'Espagne. Parce que ça voudrait dire qu'il faut le donner aux Basques, puis aux Galiciens. Et par ailleurs, pour l'Espagne, la Catalogne, c'est 20% du PIB. Et au-delà des chiffres... Oui, c'est une région assez riche. Il y a 16% de la population et 20% du voilà. PIB. 20% du PIB, c'est des choses aussi symboliques. C'est des artistes, les plus grands artistes espagnols, beaucoup sont catalans. Ouais. L'Espagne vient de gagner le championnat du monde de basket. La moitié de l'équipe sont des Catalans. Donc c'est au-delà... Sans parler du football. Sans parler du football, évidemment. Ouais. Et du Barça. Et de la cuisine aussi. Et de la cuisine. Il y a eu cette mode des très très grands chefs, des Ferran Adrià, des Joan Roca qui, voilà, avec cette cuisine un peu moléculaire qui a fait un peu la renommée de l'Espagne ces derniers temps. Donc c'est très difficile à l'Espagne d'accepter ça. Vous diriez que la crise entre Barcelone et Madrid, et là on ne parle pas de football, c'est plus une question démocratique que nationaliste? C'est une bonne question. Ouais. Il y a effectivement l'indépendantisme qui dit que c'est une question démocratique, il n'y a rien de plus démocratique que de voter. Et Madrid répond oui, mais un référendum ne peut jamais résoudre une question aussi compliquée, surtout quand on a une population divisée en deux. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit notamment,
a quand même fait quand même prendre conscience que c'est quand même assez compliqué. Pour avoir vécu la crise de 2017, je me suis quand même rendu compte, il y avait une tension énorme. Pas de violence du tout, mais beaucoup de tension entre les gens. Et on sentait que toucher à l'identité, c'est pas être de gauche ou de droite, c'est soutenir un candidat ou un autre et on s'engueule. Non, non. Il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus profond et j'ai senti une inquiétude un peu de part et d'autre. Voilà. C'est d'ailleurs assez remarquable qu'il n'y ait pas eu plus de violence. Il y en a eu un petit peu, parfois de la répression policière d'ailleurs, dans certaines manifestations, mais très peu de violence alors que les enjeux sont énormes. Oui, alors il y a eu cette journée très forte qui a fait voilà, la une dans les JT avec la police espagnole qui a réprimé violemment les électeurs, mais par ailleurs, pour le reste, il n'y a pas eu de violence. C'est un mouvement qui a toujours revendiqué son pacifisme. Et qui, en même temps, aujourd'hui, les plus radicaux sont en train de se dire « Oui, mais voyez ce qui se passe en France, les Gilets jaunes, eux, ils y vont, et peut-être qu'ils obtiennent plus de choses que nous. » Vous pensez que les responsables politiques, qui sont pour l'instant, la plupart sont en prison, Puigdemont est en exil en Belgique, mais les autres, ils vont être condamnés lourdement? C'est difficile à dire, on va savoir ça début du mois d'octobre. C'est évident qu'il y aura des condamnations avec de la prison ferme, c'est quasiment certain. Ça fait 2 ans qu'ils sont en détention provisoire. Ça, je dirais que c'est ce qui fait consensus quand même en Catalogne aujourd'hui, au-delà de l'indépendantisme ou non, c'est ce sentiment que 2 ans de détention provisoire, c'est quand même très excessif. Il y a une phrase dans votre livre, et je vais terminer par ça, qui dit « La Catalogne peut se passer de l'Espagne, mais l'Espagne ne peut pas se passer de la Catalogne ». C'est Voltaire qui disait ça. Ouais. Ça résume un peu. Oui, ça résume bien les choses. Ça résume bien les choses. On a le sentiment que cette relation compliquée, volcanique, passe par des étapes, parfois des moments de crise comme en 2017, puis ça se calme. Là, c'est un peu plus calme en ce moment, mais on a l'impression que de toute façon, ces 2 territoires qui sont sous un même état sont liés par la force des choses et que l'Espagne peut avoir vraiment beaucoup à perdre en laissant filer la Catalogne. C'est peut-être pour ça peut-être ça serait pas mal que Madrid de temps en temps ait des gestes et tente de séduire un petit peu plus les Catalans. Merci Henri de la Guérie. Pour en savoir plus, je renvoie à ce très bon livre Catalan, donc aux éditions HD. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.